Depuis maintenant 1 an, le coronavirus dicte le rythme de la vie. Surtout, la pandémie justifie nombre de règles et de réorganisations, des déplacements, des relations avec les autres, de l'intimité et du travail. La pandémie a aussi mis en lumière l'importance des activités de reproduction de la vie, tant dans les foyers que dans les secteurs publics. Il y a quelques semaines, l'imposition d'un couvre-feu a encore plus resserré l'étau sur les personnes qui vivent et travaillent dans l'espace public la nuit et sur celles dont le travail échappe au cadre de la loi. Dans ce contexte, Ouvrage s'entretient avec des militantes de CATS, le Comité autonome des travailleuses et travailleurs du sexe. Ouvrage est une revue en ligne, campée à gauche, qui aborde et confronte les concepts du moment contemporain, particulièrement sous l'angle de la reproduction sociale et de l'organisation autonome. Adore Goldman, Melina May et Diana Morgan sont toutes les trois militantes au Comité autonome des travailleurs et travailleuses du sexe, le CAT. D'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le CAT? Oui, donc le CAT, c'est un projet d'organisation politique qui a été initié à l'automne 2019 par des TDS basés à Montréal. Le comité regroupe des TDS de tout horizon avec des expériences de travail, des milieux de travail et des identités différentes. Nous militons pour la décriminalisation du travail du sexe et pour de meilleures conditions de travail. Donc, on a eu au cours de l'année quelques rencontres d'organisation, mais évidemment, la pandémie a un peu freiné la mobilisation, surtout la mobilisation en personne. Présentement, on est en train de travailler sur un zine qui va être lancé numériquement le 3 mars pour la Journée internationale pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Aussi, on travaille présentement sur un site web, des pages Facebook, Instagram, Twitter. Donc, voilà, on travaille fort pour avoir une identité et propager en fait, créer des liens avec d'autres TDS de différents milieux. Voilà. Et pourquoi vous privilégiez une forme d'organisation autonome? En fait, qu'est-ce qui fait que ça différencie votre mode d'organisation d'autres groupes? On peut penser comme Stella à Montréal ou le Strass en France, Maggie's à Toronto. Oui, c'est une question qui nous est quand même qui est revenue souvent depuis nos premiers appels à s'organiser à Montréal. On s'est beaucoup fait demander justement pourquoi créer une nouvelle organisation alors que déjà d'autres organismes tels que Stella existent pour défendre les droits des travailleurs du sexe. Il faut d'abord dire que de proposer un nouveau projet d'organisation et de lutte ne vise évidemment pas à remplacer ou à minimiser le travail effectué par ces organisations, mais plutôt à former un espace ouvert au sein duquel l'action collective serait centrale. C'est pourquoi nous privilégions d'abord une organisation autonome de l'État et ensuite des bailleurs de fonds. De cette façon, nous refusons de nous plier aux contraintes qu'exige un tel engagement financier et organisationnel. En effet, on peut constater souvent au sein des organismes communautaires qu'un tel attachement peut avoir des conséquences sur l'organisation et la direction que vont prendre la mobilisation et les actions. C'est-à-dire que le temps et l'énergie des employés et de l'organisme vont être misés à répondre aux exigences bureaucratiques. On peut penser à la reddition de comptes, la recherche de subventions, les rapports d'activité, la gestion du personnel et toute la poutine administrative qui va l'accompagner. Donc, pour nous, l'autonomie, c'est aussi pour s'assurer de conserver notre libre choix quant à la lutte, aux revendications qu'on veut mener. On mise donc sur une organisation décentralisée. On ne veut pas concentrer le pouvoir dans un conseil d'administration ou une équipe de personnes salariées, mais bien entre les mains des personnes qui s'impliquent au sein du CAT, donc les principales concernées, les travailleurs du sexe. Contrairement aussi à la tendance que suivent plusieurs organisations, on ne va pas chercher à devenir un groupe qui offre des services ou un projet d'entraide, mais plutôt un réseau ouvert, actif de militantes au sein de nos milieux de travail. Pour nous, l'action collective et directe doit être le moteur de nos réflexions et de notre organisation. Néanmoins, cette tension entre prestation de services et action collective, c'est un élément qu'on a adressé dès nos premières rencontres. Ça ne s'est pas fait
de soi. Je pense qu'on en a discuté. On en est venu, en fait, à conclure qu'on devait miser sur l'action collective. Cette tension-là, c'est quelque chose aussi qui est, je pense, qui est un nœud que plusieurs organismes ont rencontré dès leur fondation. On peut penser à Maggie's, qui est l'organisme à Toronto pour la défense des droits des travailleuses, qui est du sexe, qui est aussi un organisme qui s'est confronté à cette tension-là à sa fondation en 1985. Mais en fait, pour nous, le pari qu'on fait avec ce mode d'organisation en autonomie, c'est qu'on pense plus pouvoir avoir gain de cause en s'organisant qu'en misant sur l'entraide, le soutien et tout. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Mélina. Donc là, ça, c'est la question, cependant là, autonomie. Maintenant, il y a aussi une importance qui est accordée, en fait, vous vous revendiquez d'une identité de travailleuse. Donc, qu'est-ce que ça a comme influence, cette posture-là, en termes d'organisation, de perspectives politiques ou d'alliances possibles? Est-ce que ça vient aussi modifier la façon d'aborder les enjeux dans le travail du sexe? Je pense que oui. Pour nous, en fait, la décriminalisation, c'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment la première étape pour nous pour être capable de s'organiser dans nos milieux de travail. Puis justement, on pense que le fait de s'organiser en autonomie, en comités qui sont quand même souples, c'est quelque chose qui va permettre que ce soit facilement remis en place, même après une décriminalisation. Donc, on ancre aussi le travail qu'on fait, on le pense comme une catégorie de travail spécifique. Nous, on voit vraiment le travail qu'on fait comme du travail reproductif. C'est un concept qui a été théorisé par des féministes dans les années 70 qui étaient en faveur d'un salaire pour le travail ménager, un travail comme le travail du sexe qui est vraiment dévalué et largement féminisé, donc fait par des femmes. Si on peut donner une définition, le travail reproductif, c'est vraiment tout le travail qui est nécessaire à l'entretien et au renouvellement de la force de travail. Donc, pour que les travailleurs et travailleuses, mais majoritairement des travailleurs, puissent aller au travail, il faut que quelqu'un fasse les tâches domestiques, prenne soin des enfants et des aînés, réponde aux besoins émotionnels, physiques et sexuels de la personne salariée. Donc, traditionnellement, c'est sûr que dans la famille hétérosexuelle, c'était les femmes au foyer qui faisaient ce travail-là pour que les hommes puissent aller travailler. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe comment ce travail-là s'articule. Puis, entre autres, avec les femmes qui ont entré sur le marché du travail, il y a d'autres femmes qui ont dû prendre en charge tout ce travail-là. Donc, c'est beaucoup des femmes racisées, des femmes qui immigrent des pays du Sud pour prendre en charge ce travail-là. Donc, on peut penser à tout le travail qui est fait dans les CHSLD, dans les garderies, à travers les agences de placement. Puis, on va en reparler plus tard aussi. Mais donc, on pense, nous, qu'il y a des liens à faire avec ces travails-là, puis que le travail du sexe aussi se retrouve dans la catégorie du travail reproductif. D'ailleurs, déjà, là, les militantes pour le travail au salaire ménager avaient déjà des liens avec les organisations de travailleurs du sexe. C'est ça qu'on a trouvé en faisant le zine. Dans le fond, il y a Margot St. James, que peut-être c'est un nom qu'on entend beaucoup ces temps-ci parce qu'elle est décédée récemment. Puis, dans le fond, elle était membre fondatrice de Call Off Your Old Tired Ethic, donc Coyote, l'acronyme, et elle était également travailleuse du sexe. Et elle a donné une conférence en 1977 lors du congrès du collectif Wages for Housework Toronto. Donc, aussi, en faisant le zine, on a collaboré avec le English Collective of Prostitutes, qui est un autre collectif en Angleterre. Et elles, dans le fond, elles sont beaucoup alliées avec d'autres organisations féministes autour du salaire au travail du care, donc tout le travail de prendre soin des individus et de la planète. Et donc, elle revendique carrément un salaire pour ça, pour justement aussi avoir vraiment le choix de faire du travail du sexe. Bien, il faut avoir des opportunités pour se sortir de la pauvreté. Et c'est aussi, on est aussi d'accord avec elle dans le sens que se définir comme travailleuse, bien, qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet
d'arrêter ce travail-là pour justement souligner l'importance. Puis c'est d'ailleurs la stratégie qu'ils ont adoptée en participant à la grève féministe organisée le 8 mars 2000 et après en 2014 et en 2019. Donc, avec d'autres féministes, elles ont organisé une grève du travail du sexe. Donc, aussi, on voit qu'à travers cette lunette-là, en fait, du travail, vous considérez une organisation large, inclusive, puis qui considère vraiment différentes formes de travail du sexe. Puis vous êtes consciente aussi des hiérarchies qui existent au sein dans ce milieu-là, dans ce domaine de travail-là. Donc, comment ça influence les stratégies politiques? Comment cette hiérarchie-là, dont vous faites mention, là, notamment dans le zine que vous allez publier, donc, en quoi ça peut venir aussi ajouter des difficultés en termes d'organisation politique? Oui, mais là, c'est vraiment difficile à dire comme mot pour moi, mais la hiérarchie, c'est un concept qui est beaucoup répandu dans les milieux de travail du sexe, qui définit en fait une hiérarchie qui nous diviserait. C'est beaucoup montré en termes de proximité avec le client. Donc, les personnes dont le travail va être médié par Internet ou, par exemple, qui ne vont pas faire de pénétration, vont être moins criminalisées, moins réprimées, puis subir moins le stigma. Donc, il y a aussi beaucoup des différences de classe. Par exemple, on sait il y a les escortes high class qu'on va définir comme ça. Puis, il y a des travailleurs du sexe, notamment celles qui travaillent dans la rue, qui vont être moins estimées, qui vont subir plus de répression, plus de stigma. Donc, puis à travers cette hiérarchie-là, je pense que c'est important de dire aussi que c'est des enjeux de classe, de race, de genre qui vont se reproduire. Bien souvent, les deux vont s'aligner. Donc, pour nous, c'est important pour ça de faire une organisation large qui inclut tout parce que, justement, pour ne pas se laisser diviser puis dire que tout le monde, on fait tout du travail du sexe, même si certains vont moins vivre la répression. Puis c'est aussi de dire que dans le fond, on pense que ça va faire en sorte que les personnes qui sont davantage criminalisées ne vont pas être laissées pour compte dans notre organisation. Fait que c'est pour ça qu'on fait la décision de ne pas s'organiser en secteur de l'industrie, même si on peut tout travailler dans différents endroits, plateformes, mais on pense qu'on a avantage à avoir une organisation large pour ça aussi. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Puis je pense aussi que d'avoir un peu cette inclusivité, ça va permettre aussi que justement chaque, disons, secteur de l'industrie du travail du sexe va mettre de l'avant les moyens propres à elles ou à eux de défendre leurs droits parce qu'évidemment, les travailleuses de rue et celles sur OnlyFans ou n'étant pas dans le même milieu de travail, n'étant pas dans la même pratique de leur travail, vont avoir des besoins différents et tout. Mais je pense qu'on va tous vers un droit, vers un but commun qui est la décriminalisation, qui ultimement va tous nous faire travailler plus en sécurité avec dignité. Oui, merci. C'est une précision vraiment pertinente. Donc, Adore, tu parlais plutôt en fait de la question de la migration, de la division internationale du travail. Donc, toute la question de l'enjeu des frontières. Donc, comment puis pourquoi ces questions sont pertinentes dans le contexte du travail du sexe en particulier? Bon, je vais répondre à ça. C'est Diana. Quand le travail du sexe est tout à fait en crime, alors les personnes qui participent sont souvent judiciarisées. Elles ne l'étaient peut-être pas au début, mais elles finissent par l'être. Si même une personne non migrante est stigmatisée dans son propre pays pour faire le travail du sexe, celles qui n'ont pas de statut ou dont leur statut est précaire se font souvent nier un renouvellement ou carrément perdent leur statut. Parce qu'il y a toujours des vérifications judiciaires quand on fait ça. Alors, même si quelqu'un disait que ces personnes ont fait un choix, entre guillemets,
Ce processus de judiciarisation les enlève ce choix et le piège à toujours. Là, elles ne peuvent plus faire que le travail du sexe. Le peu de travail risqué pour la santé et la sécurité, comme l'entretien et les soins des malades dans les centres hospitaliers, qui étaient disponibles pour elles avant, les personnes migrantes, avec des agences de placement qui sont souvent avec des agences de placement. Ce sont des personnes qui travaillent au noir ou avec un numéro d'assurance sociale emprunté d'autrui ou avec des fictions légales comme des compagnies coquilles qu'elles peuvent utiliser pour facturer. Car au Canada, c'est une affaire très étrange. Tu ne peux pas travailler chez McDo, mais tu peux monter un restaurant. Tu peux monter une compagnie de nettoyage, d'entretien, n'importe quoi. On permet l'argent régner. Alors, donc, elles ne peuvent pas percevoir un salaire. Parce qu'une personne sans statut peut opérer une compagnie au Canada et pour travailler, ça prend statut. Alors, ces peu d'emplois qui étaient auparavant disponibles, dont on a parlé, l'entretien ménager puis le CHSLD, ça devient hors d'atteinte parce que ça te prend pas de casier judiciaire. Si tu veux travailler là, ils vont vérifier, ah, mais là, tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas travailler. Donc, le discours que toutes les TDS sont en fait des victimes trafiquées, exploitées à leur insu est faux et sert d'excuse pour que les forces de l'ordre répriment davantage les TDS. Je ne savais pas du tout, en fait, ce que tu viens d'amener là, sur le fait qu'on peut partir une entreprise, mais qu'on peut pas, on n'a pas le droit de travailler tant qu'on n'est pas, on n'a pas de statut régularisé. C'est vraiment intéressant. Je trouve aussi que ça montre bien, en fait, donc tu as fait une énumération, en fait, aussi du type de travail là, qui est disponible souvent pour les personnes en contexte de migration. Puis, donc, tout ce qui est travailler dans les CHSLD, travailler dans l'entretien, puis tout ça, c'est vraiment du travail dont on a vu la pertinence décuplée, en tout cas dans le contexte particulier de la pandémie. Et ça m'amène en fait à cette question-là. Vous avez donc le groupe, évidemment, vous aviez peut-être commencé à travailler sur ces questions-là avant la pandémie, mais le contexte de la COVID-19 s'est imposé dans la dernière année. Donc, est-ce que ça influence, en fait, les enjeux auxquels vous vous intéressez? Donc, comment ça affecte le travail du sexe et les travailleuses et les travailleurs qui font ce travail-là aussi, le contexte pandémique? Oui, ben, je pense qu'évidemment, la COVID aura vraiment exacerbé les mauvaises conditions de travail des travailleuses du sexe. Parce qu'évidemment, bon, tout ce qui est les mesures de distanciation physique et la fermeture des lieux de travail, tels que les strip clubs, les salons de massage, les agences, ça a été des mesures qui ont évidemment limité la pratique de notre travail, qui nous a isolés, puis qui nous a aussi précarisés. On sait que certaines TDS au Canada se sont vues remettre des amendes pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation physique par des policiers qui se faisaient passer par des clients. Puis dans le fond aussi, les TDS, ça a aussi été une occasion pour elles d'être, ben en fait, elles ont été davantage stigmatisées dans le contexte de la pandémie sanitaire, donc accusées de propager le virus. Donc, si elles décidaient de continuer parce que ben, c'était leur dernier recours, surtout qu'à ce moment-là, les emplois étaient plus difficiles à acquérir, et notamment pour certaines TDS, comme l'expliquait Diana, donc les TDS qui sont sans statut ou à statut non régularisé. Donc, pour certaines, le choix n'a pas été facile de soit arrêter de travailler et perdre son gagne-pain, ou encore de continuer de travailler, mais de s'exposer au virus et donc de mettre en danger son entourage. Et voilà. Puis, donc, les travailleurs du sexe ont été, oui, fortement touchés par la COVID, surtout que, contrairement aux autres travailleurs, travailleuses qui se sont vus en arrêt obligatoire à cause de la COVID,
elles n'ont pas eu accès en fait à la prestation canadienne d'urgence et autres prestations offertes par le gouvernement en temps de COVID. Donc, ça a poussé plusieurs TDS vers la précarité. Puis aussi, on pense notamment au couvre-feu, comme tu l'as nommé, Valérie, au début du podcast. Donc, les travailleuses de rue, notamment, qui ont été fortement touchées par l'établissement du couvre-feu. Ça a aussi empêché pour certaines TDS de se déplacer. Donc, en fait, la COVID a juste exacerbé tous les moyens de répression envers les TDS, puis la police et tous les agents répressifs en auront bien fait l'utilisation pour nous surveiller, pour nous réprimer et pour nous précariser davantage. Ouais. Oui, donc tu mentionnes justement cette idée-là que la pandémie augmente en fait le contexte de précarité, la précarisation des personnes qui font ce travail-là. Puis on a eu l'impression, en tout cas, que c'est le cas dans beaucoup de secteurs d'emploi. Donc, ce contexte-là, il pose évidemment beaucoup de difficultés, mais est-ce que vous avez l'impression que ça ouvre en même temps des nouvelles possibilités? Par exemple, justement, en rendant plus visibles des liens entre les conditions de travail dans tous les domaines reproductifs, mais est-ce que aussi ça ouvre la possibilité de créer des solidarités avec d'autres domaines d'emploi? Mm-hmm. Ben oui, je pense tout à fait. Je crois que les TDS, comme plusieurs autres travailleuses dans des domaines donc reproductifs, ont vu leurs conditions de travail se dégrader. Donc, on peut penser aux infirmières, aux préposés aux bénéficiaires, aux enseignantes, aux caissières. Donc, plusieurs qui ont été exposées c'est des conditions déjà difficiles, mais davantage difficiles avec le contexte de la COVID. Puis je pense que il y a plusieurs TDS qui occupent en fait des emplois de ce genre, donc du care, donc des emplois qui sont des emplois souvent précarisés ou qui sont sous-payés. Puis en fait, je pense que pour plusieurs, de faire du travail du sexe, c'est aussi l'occasion de venir compenser ces salaires bas et tout. Donc, je crois que oui, les liens vont être faciles à faire et les solidarités aussi je pense, vont se multiplier. Puis je crois qu'effectivement, on va trouver beaucoup de bien à créer ces solidarités avec différents groupes, différents syndicats ou travailleuses dans ces domaines. Mm-hmm. Puis aussi, en fait, mais c'est ça, cette question-là du travail. Donc, en fait, il y a évidemment le contexte de la pandémie qui fait les liens comme tu les as établis. Mais aussi, les milieux de travail se transforment énormément. On parle d'un phénomène d'ubérisation dans de nombreux domaines. Un phénomène que vous considérez qu'il y a un impact aussi dans le travail du sexe. Est-ce que vous faites ce lien-là? Puis est-ce que ça aussi, ça offre des possibilités, en fait, de solidarité avec d'autres domaines de travail qui se transforment de la même façon? Ben, nous, on pense que oui, en fait. Donc, dans le travail du sexe, il faut comprendre qu'on valorise souvent quand même l'indépendance. Par exemple, par rapport au travail de l'agence, ça va être considéré comme mieux d'être indépendante. Les clients vont mieux aimer ça parce qu'ils vont pas penser qu'on a un PIM qui nous contrôle. Ou par exemple, on va retrouver la même chose dans le domaine de la porno avec des plateformes comme OnlyFans qui vont apparaître, qui vont permettre aux travailleuses d'autoproduire leur contenu puis de le mettre en ligne, versus de travailler pour un gros studio où tu as un patron qui te demande des choses, qui exige des choses de toi, en fait. Mais pourtant, pour nous, c'est pas tout le temps une forme d'émancipation.
D'abord parce que c'est des formes de travail qui vont demander un gros investissement personnel en termes d'argent, donc ça va reproduire des inégalités. Donc, évidemment que les travailleuses qui vont avoir moins de moyens vont devoir prendre plus de risques. Par exemple, si elles n'ont pas les moyens d'avoir un in-call, un endroit pour travailler qui est sécuritaire. Donc, ça va reproduire ces inégalités-là. Aussi parce que, dans le fond, ça nous isole, ça nous empêche de nous organiser. C'est beaucoup plus difficile de s'organiser contre une plateforme multinationale que contre un patron qui est ici maintenant qu'on connaît. Mais dans le fond, c'est des luttes aussi que d'autres mènent en ce moment avant nous. Donc, l'année dernière, il y a un collectif de strippers à Londres qui s'appelle United Strippers of the World qui ont gagné le droit d'être reconnus comme des employés par leur strip club. Donc, elles ont fait de la bataille judiciaire et elles ont gagné. Donc, ça nous rappelle un peu justement des chauffeurs de Uber qui ont gagné des batailles similaires ou de Deliveroo qui est plus connu en France, mais c'est de la livraison aussi. Donc, pour nous, il y a aussi des liens à faire avec les travailleuses en agence de placement, où c'est vraiment des compagnies où on dérégularise, dans le fond, les conditions de travail. Donc, on souhaite, dans le fond, s'inscrire aussi dans cette lutte-là pour être reconnu, dans le fond, puis qu'on puisse lutter pour encadrer notre travail, en fait. Mm-hmm. Puis justement, donc, tu amènes cette question-là là, des luttes pour encadrer le milieu de travail. Puis le CATS, en fait, revendique la décriminalisation du travail du sexe. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les débats et les différentes tendances qui existent dans le milieu du travail du sexe? Je mentionne entre autres, est-ce qu'il existe une différence entre revendiquer la légalisation ou la décriminalisation, par exemple? Oui, oui, il y a une grosse différence sur les conditions de vie et l'expérience des TDS, qu'on soit dans un modèle de légalisation, régularisation ou décriminalisation. Je vais commencer par expliquer un peu, Topo, qu'est-ce que les deux impliquent. Parce que souvent, on les confond, en fait. Donc, c'est important, je pense, de mettre le doigt sur les différences. Donc, quand on parle de légalisation, en fait, il s'agit de régulariser une branche considérée comme légale du travail du sexe, mais tout en criminalisant les TDS qui ne pourraient pas se plier aux lois et aux exigences qu'impose cette régularisation. Par exemple, dans certains pays, les TDS qui souhaitent travailler doivent obligatoirement passer des tests de VIH, ITSS assez, pas quotidiennement, mais assez souvent, avoir un bilan de santé bon pour pouvoir travailler. Donc, mais elles peuvent aussi être criminalisées pour non-divulgation d'un résultat séropositif. Ce qui fait en sorte que les TDS qui craignent avoir le VIH vont éviter d'aller se faire tester, d'aller dans les services de santé, ce qui va faire en sorte que plusieurs vont soit aussi éviter de travailler légalement ou de faire partie de cette branche légale. Ils vont continuer à travailler de façon criminalisée selon ce modèle-là. Aussi, on peut penser aussi dans ce modèle-là, toutes les TDS qui sont sans statut ou dont le statut est non régularisé, parce que dans plusieurs pays aussi, il faut s'enregistrer publiquement comme TDS pour travailler. Donc, celles qui n'ont pas de statut vont évidemment devoir continuer de travailler illégalement. En fait, ce que ça fait, ça crée comme un cercle de personnes criminalisées, précarisées au sein de cette régularisation. Mais c'est ça limite en fait et ça rend la vie dangereuse pour certaines TDS. Voilà. Ensuite, au niveau de la décriminalisation, quand on parle de décriminalisation, donc là, vraiment, la vente, l'achat et le fait de faciliter le sexe commercial, qu'on dit, va être décriminalisé. Donc, c'est-à-dire que le travail du sexe va passer de la sphère des lois criminelles à la sphère des lois du travail et du commerce. Donc,
Donc, plus précisément, là, les TLDS, donc ça va être décriminalisé, donc de travailler ensemble, donc d'avoir un in-call ensemble, de gérer une agence ou un salon de massage. Aucune pénalité pourrait être mise aux TDS qui travaillent dans la rue. Les TDS aussi qui veulent refuser des clients ou qui veulent dénoncer des clients qui ont été abusifs, violents, peuvent le faire sans crainte d'être réprimés ou dénoncés ou déportés. Donc, c'est tout. Ça. Puis il y a des mesures aussi qui peuvent être mises en place dans les milieux de travail pour punir la discrimination. Bref, les TDS sont protégés, tout comme les autres travailleurs travailleuses, contre l'abus au sein de leur milieu de travail, ce qui fait en sorte qu'ils travaillent plus en sécurité et avec dignité. Donc, nous, en fait, ce qu'on mène, c'est évidemment la décriminalisation du travail du sexe. Comme Sandrine l'a dit, on pense que ce n'est pas une fin en soi, mais ça va nous permettre de nous outiller et de nous défendre contre les abus dans l'industrie du travail du sexe. Puis, ça m'amène en fait à poser la question, donc il y a toujours eu des tensions entre les organisations de travailleurs, travailleuses du sexe et certaines tendances féministes. Donc, ces dernières considèrent que le travail du sexe, ça se réduit en fait à l'exploitation du corps des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon votre perspective, quels sont les débats qui opposent les différentes tendances féministes à propos du travail du sexe? Le travail du sexe n'est pas un travail si simple à décrire. Comme on l'a déjà mentionné, il y a toute une gamme de lieux et de services qui sont offerts, physiques et virtuels. Dans des lieux physiques, on a des maisons closes, des in-calls, des out-calls, des travailleuses qui reçoivent chez elles, celles qui travaillent le bar, plus ou moins clandestinement. Donc, elles se sont fait passer par des filles en recherche d'un chum. Chez les bars de danseuses, escortes qui offrent le service sur Internet, sites d'escorte, des journaux, des petites annonces, celles qui ont juste un client, un sugar daddy, anciennement des papas gâteaux, comme on disait au Québec, celles qui font des shoots porno, celles qui font leur propre contenu et le mettent sur des plateformes Internet comme OnlyFans ou ManyVids, celles qui s'annoncent sur Twitter ou d'autres plateformes de réseaux sociaux, celles qui font la rue, celles dans des climats plus cléments, celles qui travaillent dans des pioles, celles qui travaillent dans les salons de massage, dans les climats plus cléments, celles qui travaillent dans les roulottes, fourgonnettes garées le long de route. Il y a des pans entiers de la société qui s'opposent au travail du sexe. Mais quand on essaie de voir pourquoi, c'est là que l'hypocrisie ressort. Souvent, ils s'opposent juste parce que c'est illégal. Donc, ça va de soi. Quand on creuse dans l'histoire, sans avoir à reculer si loin, quand on voit il y a moins de 100 ans que les femmes au Canada n'étaient pas des citoyennes, elles restaient des mineurs légales toute leur vie. Elles n'avaient pas le droit d'avoir un emploi rémunéré, pas le droit d'ouvrir un compte en banque, ne pouvaient pas voter ni encore moins d'être élues. Toutes ces structures ont été mises en place pour garder la pérennité d'un système qui les voyait comme des saintes incubatrices biologiques et des nourricières. La place d'une femme est le foyer. Elle doit garder sa virginité pour son homme, un seul celui à qui elle appartient. Au lieu de laisser le choix aux femmes de choisir un père pour leur enfant, comme cela se fait chez tous les animaux dans la nature et chez les êtres humains jusqu'à l'arrivée de l'agriculture, les femmes doivent continuer de contrôler. Permettre le travail du sexe pousserait l'affranchissage des femmes trop loin et bousculerait ce statu quo. Les soi-disant féministes qui s'opposent au travail du sexe et les voient comme de l'exploitation sexuelle font partie elles-mêmes de ces systèmes, souvent sans se rendre compte. Leurs organismes sont souvent financés par l'État ou elles travaillent pour des universités qui sont financées par l'État. Mm-hmm. Et ben justement, là, par rapport à ces débats-là, récemment, il y a eu une campagne là, de dénonciation de la plateforme Pornhub pour ses contenus, notamment associés à la revenge porn ou à l'exploitation de mineurs, à toute la question du consentement aussi. Je sais que vous apportez des nuances par rapport à ces critiques-là. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ces campagnes-là peuvent avoir un impact sur les travailleuses du sexe?
Oui, ben, d'abord, je pense que c'est important de dire que les TDS sont vraiment critiques de ces plateformes-là qui fonctionnent comme des tube sites. Donc, dans le fond, les utilisateurs peuvent uploader leur propre contenu. Donc, évidemment, ça permet à du contenu non consentant de se retrouver. Donc, oui, du revenge porn, mais aussi, c'est important de dire, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui se font voler leur contenu et mettre sur ces plateformes-là. Donc, il y a aussi des travailleuses du sexe qui dénoncent Pornhub, mais je pense que c'est de voir les solutions qui sont proposées. Donc, les campagnes récentes, c'est important aussi de voir qui sont derrière ces campagnes-là. Des campagnes qui vont souvent être endossées par des organisations féministes ou mises sur des pages féministes sans nécessairement savoir d'où ça vient. Donc, la campagne Trafficking Hub, qui a mené récemment à ce que Visa et Mastercard arrêtent de soutenir les paiements sur Pornhub, c'est une campagne qui est menée par le groupe Exodus Cry, qui est un groupe associé à la droite religieuse américaine. Donc, il y a un CA entièrement composé d'hommes de l'Église sur leur CA. Puis, ils sont aussi connus pour des politiques anti-avortement, antisémites et anti-droits des personnes LGBT. Puis, ça ne l'a pas empêché certains groupes féministes de s'associer à elles et eux. Donc, c'est aussi le groupe, un des groupes qui a fait campagne pour la fermeture de la plateforme Backpage, qui était anciennement un site d'annonces pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Et ça l'a mené aux lois SESTA-FOSTA aux États-Unis, qui sont deux lois qui visaient à combattre le trafic sexuel en ligne, en fait. Donc, quand il y a une plateforme en ligne, elle n'est pas responsable du contenu qui est partagé, mais SESTA-FOSTA vient mettre en quelque sorte une exception sur ces plateformes-là. En fait, ce n'est pas des lois qui ont atteint leur objectif du tout. Il y a des villes aux États-Unis où, dans l'année qui a suivi la mise en place de ces lois-là, il y a eu des augmentations du trafic sexuel. Il y a beaucoup de sondages auprès de TDS aussi qui ont nommé qu'il y avait eu une augmentation de la violence. Puis, ça a mené aussi à beaucoup de précarité chez les travailleurs du sexe qui, des fois, va amener à prendre plus de risques. Parce que, dans le fond, toutes les plateformes où on était, où on pouvait autant travailler que des fois s'organiser, se regrouper, avoir un sentiment de communauté, dans le fond, ces plateformes-là vont fermer nos comptes, vont purger tout contenu pour adultes. Donc, on peut penser à Tumblr en 2018 qui a vraiment changé ses termes et services. Récemment aussi, Twitter a fermé plusieurs comptes de TDS. Donc, il y a aussi beaucoup de TDS qui vont avoir des problèmes avec des plateformes de paiement à cause de ces lois-là. Puis ça, par exemple, comme PayPal est reconnu pour souvent fermer des comptes. Puis ça, en fait, si quelqu'un a de l'argent dans son compte PayPal, PayPal ne va pas leur envoyer l'argent. L'argent va juste aller à PayPal. Donc, c'est carrément du vol, en fait. Donc, après que ce mouvement a atteint leur objectif de combattre le trafic sexuel, soi-disant, en ligne, ils se sont beaucoup réorientés vers la pornographie, ont mené la campagne Trafficking Hub, qui a mené à un article dans le New York Times en 2020, écrit par Nick Kristof, qui est un article vraiment assez sensationnaliste, aussi assez graphique sur les traumas des personnes qui ont dénoncé Pornhub. Nick Kristof est reconnu d'ailleurs pour un mauvais traitement des survivantes qui se confient à lui. Puis, cet article-là a mené Visa et Mastercard à arrêter de supporter les paiements carrément sur Pornhub. Donc, c'est important de dire que ce n'est pas une mesure qui a blessé Pornhub, au contraire, parce que Pornhub, de toute façon, les revenus viennent de la publicité majoritairement. Par contre, qu'est-ce que ça permettait qu'il y ait une forme qu'un Visa et Mastercard soutiennent des paiements? C'est que les TDS pouvaient avoir des revenus à travers Pornhub, puis entre autres, celles qui se faisaient voler leur contenu, il y avait quand même un système qu'elles étaient payées au nombre de vues. Donc, même si tes vidéos étaient volées, tu étais capable d'aller récupérer un peu de revenus. Donc, ce programme-là a été aboli. Donc, au moment où, en plus,
avec la pandémie, veut pas, celles qui ne travaillaient pas sur Internet sont forcées de le faire de plus en plus parce que le travail en personne est de moins en moins possible. Bien, ça vient encore plus précariser les travailleurs du sexe dans ce contexte-là. Donc, on voit clairement que c'est des questions complexes puis qu'il ne manque pas de front de lutte. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter votre groupe puis de répondre à nos questions. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir vous suivre? Où est-ce qu'on va pouvoir suivre vos luttes, vous lire? Oui, donc le site web, l'adresse, bon, on est en train de travailler dessus, mais officiellement, on a un nom de domaine. Ça va être 4 tiré au milieu, tiré du 6, je pense que c'est ça qu'on dit. En tout cas, tiré du 6, SWAC, tiré du 6, MTL, .org. Donc, voilà, ça c'est pour le site web. Ensuite, la page Instagram, c'est... Oui, c'est cats.swac.mtl et c'est la même chose sur Twitter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Cats, Comité autonome du travail du sexe. Donc, voilà. Puis, n'hésitez pas aussi à nous écrire par courriel à cats.swac.mtl@gmail.com. Excellent. Puis on va pouvoir mettre toutes les coordonnées en ligne sur la page d'ouvrage, puis pour qu'on puisse aller visiter votre site, qui devrait être lancé le 3 mars. Oui, tout à fait. Super. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci Adam, Mélina et Diana. Et à bientôt. Merci. Merci à toi, Valérie.